Bien, rebonjour alors. Donc nous allons aborder cette question, besoin de transmission des savoirs et de la culture. Alors comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, les savoirs, quels qu'ils soient, professionnels, populaires, artisans, on n'en a pas parlé, mais il y en a aussi, scientifiques, technologiques ou autres, culturels par exemple, sont en permanence convoqués de manière diverse et à des moments variés dans la vie de la société et de nos et des sociétés. En fait, ce n'est pas tellement sur les savoirs et sur la culture que nous vous proposons notre intervention, mais nous allons plutôt travailler le mot transmission qui figure dans le titre. Et d'ailleurs, quand Bruno a fait tout à l'heure l'introduction, il a rappelé qu'un des besoins de la communication était celui de la transmission d'un héritage, enfin dans les années 50, il y a déjà quelques années. L'usage même du mot de transmission, pour nous, transporte une connotation forte, trop forte. On peut la résumer ainsi, le savoir est produit par un producteur qui se transforme en émetteur d'un message à destination d'un ou de récepteurs. Fin de citation. Ce modèle renvoie à un modèle de la communication unidirectionnelle qui est fort contesté depuis déjà bien longtemps en sciences de l'information et de la communication, émetteur, message, récepteur. Cela, par exemple, a pour conséquence d'analyser ces savoirs en termes de dégradation entre ce producteur et ce récepteur, de juger finalement à quelle fin utile une dégradation de savoir est toujours possible sur la flèche de la transmission. Bref, de se contenter de jouer au jeu des 7 erreurs. Et on l'a vu particulièrement dans mon domaine qui est la vulgarisation des sciences, où on se contentait de regarder finalement à quelle erreur le scientifique s'était livré quand il ne pouvait pas faire autrement que de faire des métaphores pour causer au grand public. Si on continue dans cette voie, si on est dans cette voie, ça revient à se priver d'une approche résolument communicationnelle, plus en relation avec les modèles dominants, les modèles interactionnistes ou les modèles orchestraux dont on a déjà, que certains ont déjà évoqué tout à l'heure de différentes manières. Ce que nous devrions faire là, avec Stéphanie, c'est vous montrer que tout savoir est en réalité produit par de la communication, doublé d'une recherche de sens, et en même temps producteur de communication. Et c'est en ce sens qu'il nous intéresse, en quoi le savoir est communicant, plutôt que simplement transmis. On peut prendre juste un exemple d'un objet culturel hyper connu, le seul que je vais prendre ici, pour montrer que son histoire n'est que communication, et que sans communication, il n'aurait pas pu exister. Alors, je pourrais en choisir d'autres, mais il y en a un que j'aime bien, c'est La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh, que tout le monde connaît, enfin tout le monde a plus ou moins... les jeunes filles ont souvent des étoiles comme ça dans leur chambre, mais pas les garçons, c'est peut-être une différence. Et bref, on l'a tous vu, enfin pas tous, parce qu'il est au Metropolitan Museum of Art de New York, comme c'était un des tableaux les plus chers du monde tout de même. Et à l'époque, ce n'était pas le plus cher du monde. Van Gogh le peint en 1889. Déjà, on ne sait pas trop qu'il le peint en 1889. Et il le peint en une réponse à une commande. La commande était... une commande pour l'exposition universelle de 1889, celle où on a fait aussi la Tour Eiffel. Et la commande était faite pour le Salon des Indépendants à tous les artistes de répondre à une question. Il n'a pas peint ça comme ça bizarrement, il a répondu à une question qui était « Messieurs les peintres », ou « Mesdames les peintres », plutôt « Messieurs les peintres », peignez-nous le ciel, parlez-nous du ciel ». Pourquoi parlez-nous du ciel ? Parce que le ciel est en pleine révolution à cette époque. Il est en pleine révolution grâce aux scientifiques qui ont des nouveaux objets, qui ont des lunettes qui permettent de mieux voir et qui ont surtout la photographie qui leur permet de repérer plus facilement les étoiles en haut du ciel. Déjà, vous voyez, c'est une commande parapublique, si je puis dire, qui produit cet effet-là. Alors Van Gogh tente de répondre à cette question. Et il est à l'époque chez lui, enfin pas chez lui, il est dans l'asile à Saint-Rémy-de-Provence. Et on peut très bien savoir où il était, quand il est... On connaît sa chambre, on connaît où était l'asile, où il est toujours d'ailleurs. On connaît sa chambre et on sait très précisément quel jour il regardait le ciel, puisqu'il l'écrit à son frangin. Et le directeur du Metropolitan Museum of Art est allé demander au directeur de l'Observatoire de Los Angeles: construisez-moi le ciel que Van Gogh avait sous les yeux ce jour précisément de 1889, au mois de mai de 1889, pour savoir ce que Van Gogh a fait. Et on a la comparaison précise entre le paysage du ciel et le paysage fait par Van Gogh. Pour la plupart des gens, la peinture de Van Gogh est super belle, avec du bleu, des machins, tout ça, des trucs comme ça, quoi. Et puis on dit, voyez... et puis alors, en plus, il y a les trucs là où ils pédalent un peu dans le yogourt, les spirales là, comme ça.
Quand on regarde la réalité qu'avait Van Gogh, c'est très fascinant. Il y a 3 différences entre la réalité et ce qu'a fait Van Gogh. D'abord, en haut à droite, il y a bien la lune. Mais la lune que Van Gogh avait sous les yeux était une lune à moitié pleine, donc pas très jolie. Donc Van Gogh l'a repeint, il a peint d'abord pleine, et ensuite il a repeint en croissant, pour nous dire en haut à droite, c'est à vous que je parle. Je vous envoie ce message parce que la représentation que vous avez de la lune, c'est un croissant. Donc c'est de la communication. Il veut nous dire quelque chose. Et que veut-il nous dire? Alors, il nous dit une deuxième chose. Il nous dit l'histoire des spirales. Quelle erreur fait-on à croire que les spirales, c'est parce qu'il avait un peu bu ou forcé sur l'absinthe. Van Gogh était un fervent lecteur d'ouvrages de vulgarisation des sciences. Et venait de sortir Astronomie populaire de Camille Flammarion, dans lequel il y a la première photo de galaxies spirales que Van Gogh avait sous les yeux, parce qu'on a retrouvé ses bouquins, puisque ces bouquins étaient dans sa chambre et qu'ils sont actuellement aux archives de cet asile. Donc on sait très bien qu'il a pris cette photo et il a travaillé sur cette photo pour nous faire les spirales. Donc il n'est pas en train de nous dire, ma tête est un peu troublée, il est en train de nous dire, grâce à leurs nouveaux outils, les scientifiques voient le ciel. Double système communicationnel, même triple. Les scientifiques produisent une image, un vulgarisateur l'utilise comme photo dans ses ouvrages, et finalement Van Gogh la recycle. Et il la recycle pour nous dire encore autre chose. Troisième différence. Si vous voyez le tableau, vous avez au plein milieu un cyprès extrêmement haut et une église très petite. Chose que Van Gogh ne pouvait pas voir parce que l'église et le cyprès, qui ornait les cimetières, ne pouvaient pas être dans son champ de vision de sa fenêtre, en tout cas de l'asile. L'un était trop à droite, je ne sais pas lequel, c'est l'église ou c'était le cyprès. Donc il les a rapprochés pour les mettre sur le même champ de vision. Et il a fait le cyprès plus grand que l'église, pour nous dire tout simplement, le ciel a un sens, les astronomes sont en train de nous le dire grâce à un outil, la photographie, et ce sens nous allons le découvrir, non pas grâce à Dieu avec son église, mais grâce aux hommes qui sont capables de grimper au-dessus de la nature. Tout savoir, dans le cas de celui-ci, est assez extraordinaire, puisque ça on l'ignore complètement. Ce qu'on ignore encore moins, enfin aussi, c'est que Van Gogh n'a pas choisi ce tableau, il a choisi La Nuit étoilée sur le Rhône, pour être présenté au Salon de 1889, et que finalement le tableau le plus cher, c'est celui qui au début n'avait pas beaucoup de valeur pour l'auteur lui-même. Un renversement assez particulier. On peut multiplier comme ça les exemples pour montrer que tout savoir, ici un objet culturel, est en fait produit par de la communication, n'est que communication. Mais une fois qu'on a fait ça, on a fait le beau, en fait on n'est pas beaucoup plus avancé. On a simplement produit un autre savoir, un savoir de l'ordre du communicationnel. On sait maintenant, tout savoir est produit par de la communication, un savoir scientifique, un savoir technologique. Les brevets, comme on travaille actuellement sur les brevets de la pasteurisation par Pasteur avec la société Kestel. Et avec Stéphanie Magnier, donc à ma droite. Bonjour Stéphanie. Bonjour Daniel. Voilà, on change un petit peu de système. Alors, nous voudrions au contraire vous faire penser que les savoirs, la culture, comme un vrai système communicant. En fait, complètement retourner la proposition. On n'est pas là pour transmettre des savoirs. Les savoirs sont là pour nous aider à une communication, à du lien social. Et vous pourrez recycler tous les mots pratiquement que vous avez entendus tout à l'heure. Alors, Stéphanie Magnier, je vous présente tout de même un petit peu. Vous êtes directrice de la communication chez Ubisoft, à Montreuil. C'est ça. C'est ça. Alors, je connais bien Montreuil et je connais bien Ubisoft. On aurait pu se rencontrer dans une autre vie. Assez curieusement, en 1996, quelque chose comme ça, j'étais maître de conférence à l'université d'Orsay. Maintenant, je suis professeur à l'université de Bourgogne, j'ai gagné en galon. Et je cherchais des bourses chiffres, les fameuses bourses dont j'ai parlé tout à l'heure, mettent en relation un laboratoire de recherche et une entreprise. Et j'avais un étudiant qui voulait absolument travailler sur les logiciels, sur les jeux, le ludo-éducatif. Donc j'avais pris mon bâton de pèlerin, pas beaucoup comme directeur de thèse qui de temps en temps attendent que l'étudiant fasse le job. J'étais allé à Ubisoft pour essayer de trouver une bourse de thèse pour mon étudiant, parce qu'il voulait travailler sur les logiciels ludo-éducatifs. Alors, je me suis fait renvoyer sortir, non pas méchamment, très gentiment. Je n'étais pas là. D'abord, elle n'était pas là. Ensuite, ce n'était pas réellement le cœur de métier. Ou plus exactement, c'était un cœur de métier qui était en train précisément d'évoluer. Alors, je vous dis où je suis allé, et après, vous allez nous expliquer comment vous êtes arrivé à Ubisoft et comment vous avez vécu cette transformation du ludo-éducatif en ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est-à-dire des jeux qui apportent des savoirs sans le savoir, si je puis dire. Je suis allé chez Bayard Presse, voilà, parce que Bayard Presse était très intéressé par le ludo-éducatif. Eux, c'était presque leur cœur de métier à l'époque, donc il a bien fait sa thèse chiffre à Bayard Presse. On a soutenu dans les temps, tout le monde était content, il a eu sa bourse. Après, il s'est engagé comme enseignant aux États-Unis, mais c'est pas grave, il n'a pas été engagé par
Bayern Presse, qui eux aussi ont changé de stratégie. Alors, vous êtes arrivé à Ubisoft en 2000, c'est ça? C'est ça. Et pas n'importe où, à la com. Et en fait, vous n'étiez pas du tout à la com, vous étiez dans le marketing. C'était des yogourts. Alors, juste avant, c'était effectivement chez Danone. Chez Danone. faisait dans le yogourt. Voilà. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé du yogourt. Alors, comment vous êtes arrivé à Ubisoft? Vous avez fait l'école Audiencia, pardon, qui est une école de commerce, marketing. Et comment vous êtes passé à la com? Qu'est-ce qui a justifié votre passage à la com? Et deuxième étape, pas n'importe quelle com, dans une entreprise qui va produire, d'une certaine manière, du matériau avec des savoirs. Des industries culturelles, comme on dit, avec des savoirs. Moi, personnellement, je pense comme beaucoup de gens dans la salle, j'ai toujours été convaincue que la communication était la colonne vertébrale d'une entreprise ou d'une société. Donc, tout naturellement, par mes expériences professionnelles, j'ai eu envie de travailler dans la communication. Et en fait, Ubisoft, j'étais pas particulièrement joueuse quand j'ai rencontré cette entreprise. On est tous joueurs de quelque chose, mais je n'étais pas forcément joueuse de jeux vidéo. Mais la démarche de l'entreprise, la proposition de la place de la communication en fait, au sein de cette entreprise et le métier de créer en fait des produits multimédia qui peuvent porter une culture ou un savoir au niveau international était forcément très attirant. Et donc, effectivement, ça fait 15 ans que j'ai le plaisir de travailler dans un univers très riche de savoirs extrêmement variés, et puis de pouvoir effectivement toucher beaucoup de monde dans le monde entier avec ces savoirs-là. Alors, des produits culturels avec des savoirs, c'est quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas si on n'est pas joueur. Je ne suis pas joueur du tout non plus, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En l'occurrence, je joue avec les savoirs. 2014, ça a été une année géniale pour un service com, tout de même. 2 de vos jeux vidéo, Soldats Inconnus et Assassin's Creed, ont été primés. Donc déjà, même les prix, si ça vous intéresse pas trop, on en a discuté tout à l'heure. Mais tout de même, c'est pas mal. Ils ont été primés, mais surtout, les prix qu'ils ont eus sont intéressants. Et c'est là-dessus que je vais vous interroger. Soldats Inconnus, je ne sais pas si vous avez joué ou quelqu'un dans votre famille a joué à Soldats Inconnus. Et Assassin's Creed ont été primés aux Annie Awards. C'est les prix des films d'animation, et la animation, évidemment. Et ils ont eu dans la catégorie jeux vidéo, leur prix. Et Soldats Inconnus a remis ça avec le prix Historia. Donc là, le prix Historia est un prix qui fait côtoyer des romans historiques cette année, une biographie, celle de Ninon de L'Enclos, dont la vie est tout un roman justement, un roman policier historique, une exposition, et bien sûr Soldats Inconnus. Alors vous pouvez nous raconter un petit peu Soldats Inconnus, parce que je pense que personne ne le connaît. Enfin, de quoi je ne le connaissais pas avant d'avoir regardé, préparé ça avec vous. Voilà. Donc le jeu vidéo a pour première fonction quand même le divertissement et le plaisir. Et c'est vrai que chez Ubisoft, et je pense chez beaucoup d'éditeurs de jeux, il y a une dimension culturelle, historique ou sociétale assez forte. Et en ce qui concerne Soldats Inconnus, c'est un jeu qui a été développé par un studio à Montpellier, donc Made in France, qui a été développé par un de nos créatifs qui avait retrouvé des lettres de son grand-père pendant la Première Guerre mondiale, et qui, parti de là, a voulu proposer un concept de jeu d'énigmes, puzzle, etc. Pardon si parfois j'ai des anglicismes, basé en fait sur le contexte de la Première Guerre mondiale, et avec tout un travail de recherche pour être le plus authentique possible par rapport au sujet. Et puis quand on joue à ce jeu-là, on a plein d'énigmes à résoudre. C'est très challengeant d'un point de vue intellectuel, mais ce qui est très sympa aussi, c'est qu'en fait, à différents moments du jeu, on peut ouvrir des fenêtres qui nous font des points sur l'histoire de cette guerre. Et puis, mais avant tout, c'est un divertissement. Ça n'a pas une... Et c'est vrai que ça a été reconnu en fait en France et puis partout dans le monde, notamment à la Maison Blanche où on a été reçus pour ce jeu-là comme un jeu qui permettait en fait de transmettre un savoir historique et un devoir de mémoire. Alors en plus l'année dernière c'était les 100 ans de la Première Guerre mondiale, de façon très intéressante pour les nouvelles générations qui sont familières avec ce type de médias. Alors la phrase qui résume assez bien la thématique, elle est sortie de Wikipédia, que vous consultez, puisqu'il y a une page Wikipédia sur Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Histoire, 4 étrangers vont aider un jeune soldat allemand à retrouver sa bien-aimée. Ça nous cadre quand même quelque chose qui était important de savoir.
Alors, dans ce qui nous intéresse là, nous, chercheurs, c'est déjà de comprendre que la source, le point de départ de la source, c'est la découverte par quelqu'un d'Ubisoft d'un objet très particulier, puisque c'est l'objet de son grand-père, des lettres de son grand-père. Alors cette stratégie, vous la développez aussi, une sorte d'immersion finalement dans le sujet. Et dans d'autres jeux vidéo, vous la créez, cette immersion dans le sujet. Alors, le jeu vidéo est globalement est une fiction, comme la plupart des films, des livres ou d'autres biens en fait, culturels. C'est vrai que, alors, je parle de l'éditorial chez Ubisoft, hein, c'est pas forcément le cas dans tous les créateurs de jeux. Il y a une volonté qui est en fait de se dire qu'on crée avant tout un monde. Si je fais un parallèle, je sais pas, avec Star Wars, c'est avant tout un monde dans lequel effectivement se dessinent des parcours humains, dans lequel il y a des systèmes sociétaux. Donc le jeu vidéo, en fait, en tout cas chez Ubisoft, c'est aussi cette création de mondes et de systèmes. Et parfois, ces mondes-là sont basés sur des environnements réalistes ou réels. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un exemple, en fait, qui est un des jeux de guerre qui s'appelle Tom Clancy Ghost Recon, qui est en train d'être développé et qui est un jeu où vous incarnez en fait un squad d'élite pour aller combattre les cartels de drogue en Bolivie. Alors évidemment, c'est complètement fictif, hein, ce qui va se passer, ce qu'on vous demandez de faire. Néanmoins, la représentation en fait de la Bolivie, il y a toute une équipe qui est partie en travail exploratoire en Bolivie pour comprendre en fait la culture locale, pour comprendre tout le système de cartel, tout le système politique, etc., pour être au plus près en fait d'une réalité et ne pas tomber dans des clichés que l'on pourrait avoir sur tel pays ou telle culture. Après, évidemment, il y a quand même toute une dimension fictive et romancée de la chose, mais c'est vrai qu'à travers ça, ça fait découvrir des cultures ou des connaissances sur des mondes sous un prisme différent, et puis avec un médium sur lequel qui est effectivement assez populaire parmi les nouvelles générations. Alors, en termes d'interrogation, pour nous, c'est assez fascinant parce que c'est un peu ce qu'on retrouve chez un texte magnifique de Roland Barthes qui s'appelle Le plaisir du texte, où c'est parce que l'auteur s'immerge dans le plaisir qu'il écrit qu'il transmet un certain plaisir au lecteur. Et c'est un petit peu la même chose là, ici. Il y a une émotion forte, évidemment, de la personne qui a retrouvé ses textes chez son grand-père, mais il y a aussi une immersion forte, si je puis dire, en Bolivie. Pour ceux qui sont allés en Amérique du Sud, ils savent que la question des cartels de drogue sont quand même un petit peu costauds. Deuxième intérêt du chercheur, c'est votre personnel. Est-ce qu'en interne, il y a des discussions? Est-ce que sur vos sites en interne, vous sollicitez, vous produisez de la discussion autour des thématiques sur les savoirs qui sont enclenchés comme ça dans les jeux? Alors, ce que je trouvais, en tout cas par rapport à ce sujet-là et par rapport à l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que on est présent directement avec des filiales ou des studios dans plus d'une trentaine de pays dans le monde, et les jeux sont développés par plusieurs studios, plusieurs équipes. Donc, si je prends un des jeux les plus connus qui est Assassin's Creed, développé par 800 personnes et sur 7 studios à travers le monde. Donc, il y a un mélange en fait de culture, de background des différentes équipes qui vient enrichir en fait la création et le savoir qui est transmis. Et pour que, évidemment, ces 10 000 collaborateurs dans le monde puissent bien se connaître, bien se respecter, se comprendre, échanger, que ce soit sur des sujets qui vont être directement liés au jeu qu'ils créent ou au travail qu'ils ont à faire, même si on est en IT. Ou à la com, ou même au global, parce qu'on a juste la richesse d'être 10 000 personnes avec je ne sais plus combien de nationalités, mais c'est assez fabuleux. Il y a un réseau social en fait interne comme un Facebook interne sur lequel on peut créer des groupes, sur différents sujets, poster en fait des informations et échanger sur ces sujets-là. Donc, par exemple, nous évidemment dans les jeux, pour les jeux qui sont des jeux de guerre, on utilise beaucoup tout ce qui va être les armes. Et donc on a un expert en fait chez Ubisoft qui est un expert sur ce domaine des armes, mais aussi sur un américain, sur la législation aux États-Unis, sur tous les mouvements, les lobbying des armes aux États-Unis, etc. Et qui partage en fait régulièrement tout son savoir et qui peut être intéressant pour ceux qui développent le jeu, mais pour moi à la com, et puis pour personnellement aussi, puisque ça ouvre en fait sur une autre culture, ça permet de comprendre aussi ce qui peut se passer dans tel ou tel pays. Alors ça, c'est le deuxième volet. Hein. On voit bien que le savoir là, est construit dans la communication, puisque c'est des échanges dans les réseaux sociaux à travers les gens de votre entreprise. On va passer au
troisième volet, je regarde le temps un petit peu, en externe. Une fois que ces jeux sortent finalement d'Ubisoft, alors c'est super, donc il y a eu le prix, ça c'est de la com, hein, mais ça fait le buzz puisqu'il y a eu beaucoup d'articles. Alors j'ai consulté, c'est très facile sur Internet, beaucoup de revues spécialisées qui ont évidemment commenté tout ça. Il y a donc même les fiches Wikipédia, il y a une circulation médiatique et c'est aussi quelque chose que nous regarderions, nous allons regarder. Oui, regardez, je ne sais plus, c'est à cause de ma fille, ça, je sais plus. La circulation médiatique de ces objets culturels particuliers. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse là pour le coup, c'est plutôt le regard porté par le public, les usagers finalement de ces jeux vidéo qu'on appelle les joueurs, pour voir en quoi ces joueurs vont eux-mêmes réagir par rapport à l'objet et par rapport aux savoirs qui sont échangés. Alors là aussi, c'est extrêmement facile, je me suis fait un petit assortiment avant-hier. Et pour, que vous avez dû faire ou que vos services ont dû faire, je cite quelques informations prises du site YouTube. Il y a un YouTube qui vient. Alors, je cite, là, je suis obligé d'ouvrir les guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Le narrateur, c'est Marc Cassot, putain de bordel, celui qui double, Dumbledore ou oncle Hiro. Bordel, sa voix, ce mec est une légende. Alors, comme pour moi, c'est un peu du chinois. Enfin, non, c'est le chinois, c'est même plus facile que ça. Donc, c'était un truc inconnu. Dumbledore, j'ai cliqué sur Internet. J'ai appris, évidemment, que c'était un personnage d'Harry Potter. Bon, mais je ne savais pas. Et que Oncle Hiro, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. J'en sais rien. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que c'est la voix, le narrateur. Hein, et que c'est la voix à laquelle il a été sensible. Bordel, sa voix. On va retrouver beaucoup d'éléments qui sont sur cet aspect-là. Donc c'est pour nous un savoir émotionnel, ça a été déjà parlé. On va voir beaucoup de ces remarques qui tapent sur l'émotion. Ce jeu a l'air émouvant, rien que le trailer à l'E3, je ne sais pas ce que c'est, a failli me faire chialer. C'est quoi le trailer à l'E3 ? Donc c'est la bande-annonce lors du Festival de Cannes du jeu vidéo qui a lieu à Los Angeles tous les ans. A failli me faire chialer. Donc, encore une fois, c'est une citation. Donc, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la question, la relation entre l'émotion et l'action. Donc on va continuer dans quelques titres. Super pour réviser le brevet comme jeu historique. Donc on est en plein dans les questions. Une autre question, hein, c'est pour ça que vous avez été reçu à la Maison Blanche, hein, pour savoir si on pouvait utiliser ça pour remplacer les profs. Alors, les profs ne sont pas très contents, mais il y en a. On a aussi des références où on voit des profs qui exploitent ça. Pourquoi dans la description tu parles de nazis ? Il n'y en avait pas à la Première Guerre mondiale. Révise ton histoire, bordel. Excusez-moi, je cite. Hein. Tuer du nazi, ça fait vachement plus vendre. Attention, alerte, ma culture, ceci n'est pas un exercice. Durant la Première Guerre mondiale, le parti nazi n'existe pas. Celui-ci apparaît et se développe en 1933 quand Hitler accède au pouvoir et devient chancelier de l'Empire allemand. Voilà. Autre exemple. 2h40 de vidéo et j'ai les larmes aux yeux. Je chiale, putain. Manifestement, c'est fréquent, ça. Une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Cette phrase peut être toujours d'actualité, je pense. Ce jeu te bouffe ta bonne humeur en moins de 20 secondes. 5 secondes plus tard, tu es triste. Et 5 secondes plus tard, tu chiales. 25 secondes plus tard, tu deviens dépressif. Et un autre répond, pareil, mais pas de dépression perso. On est sauvé. Il faut sauver le soldat Freddy. En tout cas, j'adore la patte graphique du jeu et l'ambiance qui se dégage est bien triste. Ça change des autres jeux de guerre. Putain, les cris de chien, parce qu'il y a un chien, vous savez, les chiens qui étaient utilisés par un ailleurs de 14. Hein. Putain, les cris de chien, ça a foutu le bordel chez les miens qui cherchaient et hurlaient. Hâte de voir la suite. La musique est trop émouvante. Bonne vidéo, super jeu. Par contre, quelqu'un connaît la musique à 41 minutes 24 SVP ? Je ne me souviens plus. Réponse, je crois que c'est du Vivaldi, sûrement une de ses compositions sur les saisons. Réponse, pour ceux qui n'ont pas la connaissance du classique, à 41 minutes 26, c'est Johannes Brahms, la danse hongroise. Merci beaucoup, je l'avais sur le bout de la langue. Voilà. Tu aimes dire nazi parce que c'est l'Allemagne, t'es soit un pur raciste, soit t'es un con. Pour moi, t'es les deux. Entre être allemand et ne veut pas dire forcément être nazi. Tout le monde n'était pas nazi pendant la guerre. Stop tes clichés, tu seras mignon. Réponse, mais je suis black. Voilà, donc vous en avez comme ça. Et la plus belle pour la fin, qui va vous montrer, on n'a pas beaucoup de temps encore finalement, je pensais être plus rapide que cela. Beau jeu, je veux l'acheter, le jouer avec mon père pour apprendre entre les deux. Ça, vous devriez l'utiliser sur votre publicité quand même. Hein. C'est quand même fascinant. Le gars, il achète le jeu pour apprendre, pour jouer avec son père et pour apprendre tous les deux. Si vous n'avez pas un meilleur exemple d'un savoir utilisé pour communiquer, ici, c'est facile. Renouer peut-être le lien qu'il avait perdu avec son papa, c'est quand même magnifique.
Alors, j'ai une petite question pour terminer. Donc, vous voyez, on est bien dans des questions d'émotion et cognition, relation entre le savoir et la communication que ça introduit. Et c'est ça, nous, nos objets. C'est ça que nous allons regarder, nous, en tant que chercheurs. J'aurais même envie, d'ailleurs. Et une reprise, en fait, ce qui est super intéressant, c'est une reprise, en fait, de la transmission du savoir par les consommateurs eux-mêmes, par les consommateurs du produit qui... Et ça, c'est peut-être un petit peu particulier à notre industrie, mais c'est vrai que il y a un volume, en fait, de passionnés et de gens qui s'intéressent vraiment de près à ces sujets-là et qui, du coup, s'apportent mutuellement du savoir sur des forums. Et on peut généraliser cette question. Je ne sais pas si vous avez regardé le site du soldat Louis Castel. C'était Louis Castel, c'est un soldat imaginaire qui a été produit pour le 70e anniversaire du débarquement, donc là, cette fois-ci, contre les nazis. Et Louis Castel, donc, il y a un soldat avec lequel on pouvait échanger. Il avait un compte Facebook, une page Twitter. Et j'avais entendu l'interview de la community manager, on en a parlé tout à l'heure, qui passait sur France Info, France Inter. Et elle disait qu'au début, elle avait pris ça un peu à la rigolade. Et quand elle a vu le niveau, la qualité des informations qu'on lui donnait, par exemple, Louis Castel devait partir en permission. Et on lui avait dit, tiens, si tu vas en permission à New York, tu vas aller voir tel joueur jouer au Blue Note, qui est un truc de jazz à New York, un cabaret de jazz à New York. Et elle avait donc dit à la radio, le niveau est tellement élevé, que je suis obligé à la fois, moi, de me plonger pour vérifier ces informations, et en même temps de faire attention à l'écriture. Elle était très intéressée par le fait que son écriture devait être améliorée, bonifiée par rapport aux échanges qu'il y avait parmi les internautes. Donc on est bien dans des savoirs communicants qui travaillent sur plein d'aspects. Et j'ai réussi, je peux vous amener un étudiant pour avoir une bourse CIFRE? Bien volontiers. Peut-être.